L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. Une émission coproduite par Radio Imo en partenariat avec le magazine Expression des professionnels de l'immobilier du groupe Acheter Louer et en partenariat avec Guy Hockey. Alors chaque mois, vous le savez, nous partons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission. Et pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro de l'immobilier dans tous ses états ? Alors, mon cher Fabrice, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'actualité, puis face aux risques sanitaires. Bien sûr, vous le savez, la France est à nouveau confinée depuis la fin du mois d'octobre. Et bien évidemment, les agences immobilières ne font donc pas partie des activités jugées essentielles et sont donc condamnées à quoi ? Eh bien, à fermer le rideau jusqu'à la fin du confinement. Au-delà du débat, bonne ou mauvaise mesure, comment les réseaux s'organisent entre eux pour réagir entre indépendants et franchisés, qui s'en sort le mieux. Et bien sûr, nous avons aujourd'hui deux spécialistes qui vont décrypter ces sujets avec nous. Il s'agit bien sûr de Yann Géado, le président de La Forêt. Bonjour Yann. Bonjour. Et bien sûr Stéphane Fritz, président de Guy Hockey. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alexandra. Voilà un sujet évidemment d'actualité, messieurs, on va vous faire réagir. Merci Alexandra, on est également en compagnie de Nicolas Tarade, notre éditorialiste, et ça tombe bien, puisque pour poser les bases du sujet, c'est l'heure de l'édito. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. 10 grands réseaux, une tribune, plusieurs messages. N'immobilisons pas l'immobilier. Voilà le SOS lancé par 10 grands réseaux. On en avait parlé ici même sur Radio Imo il y a quelques jours. Les professionnels du secteur se mobilisent et demandent au gouvernement d'autoriser à nouveau les visites de logements pendant ce confinement. Une décision qui risque, on le sait, de bloquer toute la chaîne immobilière. Alors évidemment, il existe des visites virtuelles, sauf que voilà, lors de nos reportages, on l'a entendu maintes et maintes fois, la visite virtuelle est un complément. Elle permet de faire un premier tri, c'est vrai, mais on le redit, la visite dite en physique est essentielle pour les futurs acquéreurs, pour se projeter réellement. Difficile pour le monde de l'immobilier de faire du click and collect, d'où l'incompréhension des professionnels du secteur, de ces 10 grands réseaux. L'union fait la force, mais le gouvernement a tenu bon. Les visites sont toujours interdites lors de la deuxième phase de ce deuxième confinement. Reste à savoir si l'exécutif désormais a prévu un assouplissement des mesures au 1er décembre, d'autant que ces 10 grands réseaux, on le sait, ont accepté de renforcer encore davantage les protocoles sanitaires en vigueur. Merci Nicolas. Tout de suite, on ouvre le débat. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat. Stéphane Fritz, on démarre avec vous. Réaction à cet édito. Est-ce que vous êtes co-signateur ? Oui, on est co-signataire aujourd'hui. C'était à l'initiative justement de mon camarade Yann Géano, président de La Forêt. Et ensuite, ça a été embarqué par toutes les têtes de réseau, avec Orpi, pour les citer, Eral, Adresse. Nous avons Century 21. Et puis, nous ont rejoint, si on n'oublie pas, La Forêt Guy Hockey, nous ont rejoint les grands groupes intégrés, qui sont Nexity, aujourd'hui Citia Foncia et même Square Habitat. Donc, oui, je suis co-signataire. C'est une initiative de Yann et ensuite embarquée par l'intégralité du groupe. Nous devions porter à la connaissance des pouvoirs publics cette incohérence, le ridicule de cette situation qui consiste, comme vous le disiez Alexandra, non pas que on n'est pas non essentiel, on n'est pas considéré comme non essentiel, on n'est pas considéré, puisque aujourd'hui l'intégralité de la chaîne, que ce soit les déménageurs, les courtiers, les notaires et les agents immobiliers ont droit de travailler, mais le seul point de visite aujourd'hui interdit de sanctionner une vente et donc bloque l'intégralité de la chaîne. Donc on a porté à la connaissance par cette tribune des pouvoirs publics, à la connaissance des pouvoirs publics, cette incohérence. Yann Géano, président de La Forêt, c'est donc vous qui avez pris la plume, c'est vous l'auteur de la tribune ? Oui, c'est un travail collaboratif. Les réseaux et les acteurs majeurs du logement en France se sont réunis et ont trouvé utile de porter ce débat sur la place publique, finalement, parce que nous, professionnels, on est conscients de cette situation. En revanche, les clients qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas visiter à l'acquisition, ils ne peuvent pas visiter à la location, les vendeurs qui nous ont confié des mandats de vente et qui ne comprennent pas pourquoi on visite, même chose pour les bailleurs. On devait s'exprimer, on devait faire une action massive avec des marques qui sont connues de tous les Français et poser ce débat très clairement sur la place publique. On a des protocoles sanitaires en vigueur depuis le déconfinement du 11 mai, qui sont très stricts. Toute la chaîne fonctionne. Il y a juste cette visite qu'on ne peut pas faire dans le privé.
Point important, en revanche, dans le logement social, on peut visiter parce qu'on considère que ça fait partie d'une mission de service public. Et pour nous, cette situation est quand même extrêmement ubuesque. Ouais, il y a beaucoup d'incohérences, évidemment, d'autant qu'on voit aussi certains particuliers. Eux, s'ils se permettent de faire visiter leurs biens, ils encourent seulement 135 € d'amende. C'est plusieurs milliers d'euros pour les agents immobiliers. Et on l'a vu, dans certaines régions, la DGCCRF tend même certains pièges pour créer des visites et ensuite verbaliser, entre guillemets. Est-ce que vous avez eu des cas, justement, de gens qui ont été épinglés dans vos réseaux? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé chez nous pour une personne. Nous avons une lettre de la DGCCRF, nous avons envoyé un avertissement et derrière cet avertissement, il y aura une résiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles sont strictes pour nous. C'est la condition pour pouvoir reprendre et reprendre rapidement et c'est les engagements que nous prenons auprès du gouvernement. Donc oui, c'est arrivé. On peut comprendre après cette situation, on peut comprendre, oui. Puisqu'aujourd'hui, les agents immobiliers qui risquent beaucoup plus gros, vous l'avez dit, que des agents indépendants, par exemple, sont confrontés à ça au quotidien, localement. Donc on peut comprendre des fois des élans de cette sorte. Cela dit, nous avons pris nos responsabilités et nous avons sanctionné. Parce que finalement, quand on visite un bien, on est 3 maximum, on va dire le couple et l'agent immobilier. On ne peut pas vraiment parler de cluster, finalement. C'est pas vraiment dangereux de faire visiter un bien immobilier aujourd'hui si on a les masques et si on respecte la distance de sécurité. Pas plus que d'aller au supermarché, par exemple. Ça semble en effet ne pas être dangereux, pas plus que d'aller au supermarché, de prendre le métro, je dirais même beaucoup moins. Il y a des protocoles rigoureux, on porte tous un masque, on se désinfecte, on aère les logements, on limite en effet la jauge et donc le nombre de candidats à la visite, on met des clés dans un sac plastique. Enfin, il y a beaucoup de processus, chacun est invité à venir avec son stylo, tout est extrêmement détaillé, les guides de préconisation sanitaires ont été validés par des médecins, par des organismes certificateurs. Donc on sait travailler dans ce cadre-là et il est loin d'être établi qu'en effet la visite avec une agence immobilière entraîne une propagation de l'épidémie. On va justement, Alexandra, écouter un témoignage. Karine, c'est une dame qui est à Besançon, je crois. Oui, exactement. On va écouter Karine Le Tondal qui est frustrée par la situation. Elle est vraiment mécontente de ce qui se passe actuellement. On va l'écouter. Là, je suis un petit peu frustrée par rapport à ce qui se passe. À l'heure actuelle, on a beaucoup de difficultés pour faire notre métier en totalité. Certes, on nous donne l'autorisation de faire des estimations, se rendre chez nos clients vendeurs pour estimer leurs biens, signer des mandats de vente. Par contre, on ne peut pas proposer de visite à nos clients. Donc, certains le comprennent, d'autres du tout, parce qu'ils sont dans des situations délicates financièrement. Il y en a qui vont perdre leur emploi, donc ils veulent vendre. Donc nous, on ne peut pas leur amener un client acquéreur. La frustration, d'autant que les biens, Alors on sait que le stock se réduit, mais il y avait cette embellie qu'on a connue après le premier confinement. Il y avait pratiquement un rattrapage, vous nous aviez expliqué, Stéphane. En tout cas, on était sur une bonne dynamique qui vient à nouveau d'être cassée depuis 3 semaines maintenant. C'est le confinement même qui est remis en cause dans cette situation-là, parce qu'à chaque fois que vous confinez, derrière, il y a forcément, il y aura un bouchon des ventes, forcément, ça va s'accélérer. Mais imaginez-vous aussi dans les magasins, quand on va déconfiner les magasins, les gens vont se ruer dedans. Donc je pense que le confinement est une mauvaise mesure à 2 titres. La première, sanitaire, parce que je pense qu'elle crée des clusters tout de suite après, à partir du moment du confinement, parce que les gens se ruent dans les magasins. Et au deuxième titre, économique, puisque économiquement, ça aura un désastre peut-être plus important demain de ce qu'on souhaite sauver aujourd'hui par le confinement. Donc je pense que le confinement est une mauvaise mesure, cette dame a raison, et nous avons porté à la connaissance des pouvoirs publics cette situation. Nous pensons que nous devons travailler avec des gestes barrières stricts, bien respectés et sanctionnés si ce n'est pas le cas. Oui, d'autres pays l'ont fait, d'autant que c'est affreux ce que vous nous dites, c'est-à-dire que si tout le monde se déconfine d'un coup, et on peut imaginer que c'est ce qui va se passer, on a une date, une lumière au bout du tunnel, c'est le 1er décembre pour vos professions, on prépare la 3e vague. On a presque, on n'a pas qu'une date, on a une expérience. C'est ce qui s'est passé à la sortie du confinement le 11 mai. On a eu cette expérience-là, on la connaît. Yann, une réaction sur justement cette comment vous préparez, tiens d'ailleurs, parce qu'on va faire un peu de prospective. Voilà, si on voit le bon côté des choses, c'est sûr, il y a eu ce nouveau coup d'arrêt, c'est compliqué pour l'ensemble des professions, mais ça veut dire que ça peut redémarrer potentiellement très fort. On sait en plus tous les cas qu'il y a, effectivement, les gens qui veulent déménager pour diverses raisons. En plus, il y a tout, malheureusement, les divorces, les mobilités, etc. Est-ce que vous pensez que ça va repartir très fort? Est-ce que vous vous préparez aujourd'hui à un redémarrage? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. On peut simplement regarder ce qui s'est passé à la suite du premier confinement chez Laforêt sur juin, juillet, août, septembre.
On a vu 30% d'acquéreurs supplémentaires dans nos bases de données par rapport à la même période l'année dernière. Près de 20% de transactions supplémentaires, 19,5 exactement, donc des projets qui avaient été suspendus, et puis de nouveaux projets qui ont mûri également pendant cette phase de confinement, l'investissement locatif qu'on avait un peu mis de côté et finalement qu'on traduit, la résidence secondaire aussi dans ce contexte, peut-être de se rapprocher de son emploi, peut-être de se rapprocher de la famille, quand il y a des gens en dépendance ou qui en ont besoin. Donc ça s'était passé comme ça, comment on se prépare, et bien, je dirais de la même manière, un peu mieux parce qu'on peut faire avancer quand même les dossiers qui étaient dans le pipe, puisque l'urbanisme travaille, les notaires travaillent, le banquier travaille, donc la chaîne immobilière, comme l'a dit Stéphane, est quand même réunie quasiment dans son intégralité. On est prêt, on se forme, on refait nos textes pubs, on fait des visites virtuelles, on fait des photos professionnelles, on met à jour nos bases de données, etc., etc. Nicolas. Mais est-ce que c'est pas compliqué finalement de se préparer à quelque chose, à un futur hypothétique qui est assez flou, faut le reconnaître, et dans le même temps répondre à l'urgence et en même temps besoin et nécessité de se former sur de la stratégie numérique parce qu'on sait que la société va se digitaliser de plus en plus. Est-ce que c'est pas compliqué ça de se préparer à quelque chose de flou finalement? Non, c'est très simple. Évidemment que c'est compliqué. La stratégie numérique, alors moi je parle pour la forêt et pour les réseaux, on était déjà très en avance sur ce sujet-là. La signature électronique, par exemple, ça fait 4 ans que chez la forêt on utilise la signature électronique, le recommandé électronique, la prise de rendez-vous en ligne directement depuis laforêt.com, la visite virtuelle, etc. Tous ces outils, c'est le quotidien d'un agent immobilier. Donc la montée en compétence sur le digital, c'est pas vraiment la nécessité. Le réel enjeu, c'est de garder mobilisés en effet, les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs dans cette période où, sur les 15 premiers jours, ils ont été très mobilisés pour se préparer, pour se former, depuis la dernière prise de parole du Premier ministre et cette nouvelle période de 15 jours. C'est vrai que certains et certaines, aujourd'hui, sont démobilisés, démotivés, et c'est le rôle, et je crois que c'est la plus-value des réseaux de franchise, de continuer à les stimuler et à les motiver. Garder le contact, tisser du lien, remotiver les troupes, finalement remettre l'humain au centre des préoccupations. Stéphane? Tous les consultants aujourd'hui sont sur le terrain, font des visios pratiquement tous les 2 jours, de formation des managers, de formation des collaborateurs. Et comme le disait Yann, c'est surtout une prise de conscience de rester préparé sur la ligne de départ, achalander le magasin, prendre des mandats, se préparer aujourd'hui à faire les visites et à dérouler assez fortement notre travail derrière. C'est une année sanitaire très particulière. On ne s'attendait pas à vivre ça. Hein. Si on nous avait dit ça début janvier, on ne l'aurait pas cru. Est-ce que finalement, vous diriez que c'est une année moyenne, une année satisfaisante ou une année catastrophique? Est-ce que 2020, pour l'immobilier, c'est quoi? C'est la catastrophe ou pas? C'est pas une année catastrophique pour l'activité 2020. Tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des compromis de vente ou est-ce qu'on parle des actes authentiques et de l'encaissement pour les agences immobilières? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'année 2020 avec un gros rattrapage au cours des 4 derniers mois, un premier trimestre qui était parti extrêmement fort. L'année 2020 ne sera pas une mauvaise année. Elle sera vraisemblablement au niveau d'une année comme 2018 ou peut-être 2017 selon les réseaux, selon les situations. L'enjeu, il est plutôt demain. On ne peut pas aujourd'hui développer de nouveaux business. On ne peut pas signer de compromis, signer de promesses de vente. Donc les trésoreries des agences et les rémunérations de leurs collaborateurs vont être affaiblies très fortement dans les mois qui arrivent. Il n'y a pas eu de casse, du coup, dans vos différentes entités? Il n'y a pas eu de chômage C'est la question qui a été posée à la sortie du premier confinement. On avait dit non, déjà, ce n'était pas notre rôle d'envisager ça, puisqu'on pense ramener tout le monde à la maison. C'est ce qu'on a fait dans la première période. On a certains, notamment chez les indépendants et chez les syndicats, avaient anticipé presque 3000 fermetures et je crois 15 à 20 000 emplois. Et nous, on a justement pris le contre-coup de ça, puisqu'on a recruté assez massivement pour justement combler ce surcroît d'activité que nous avons eu pendant cet été. Et non, pour l'instant, à ce jour. Maintenant, très sincèrement, le mois de novembre en moins, je rejoins ce que dit Yann, les trésoreries sont lourdement affaiblies, les gens sont rentrés avec des trésoreries faibles dans cette deuxième période de confinement. On va voir comment ça s'opère. Oui, plus la situation quand même
hybride des agences immobilières qui sont fermées au public, mais qui n'ont pas le droit aux exonérations de charges sociales, ni a priori au fonds de solidarité. En tout cas, il y a des grands débats là-dessus. On ne peut pas travailler, on n'est pas ouvert au public, mais en même temps, on n'est pas considéré comme fermé et administrativement, et on ne peut pas prétendre à un certain nombre de dispositifs d'aide mis en avant par le gouvernement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous les avez demandé, parce qu'il y a une tribune certes, mais après, est-ce que vous arrivez à parler d'une voie commune aujourd'hui pour être aligné par rapport à d'autres professions? Il y a eu une réponse déjà très claire de l'URSSAF sur le premier confinement. Les agences immobilières n'y ont pas eu le droit, donc évidemment, on met la pression très forte, et notamment à nos syndicats professionnels, pour qu'ils aillent chercher ces aides et ces soutiens fiscaux qui sont cruciaux pour les professionnels de l'immobilier. Sur cette situation aujourd'hui, on aurait préféré ne pas appeler l'aide, on aurait juste eu besoin de la visite, et c'est ça la situation ridicule. C'est-à-dire il suffisait juste d'autoriser, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas être à 3 dans une visite, ça c'est encadré sanitairement. C'est juste parce qu'il n'y a pas de motif de sortie pour l'acheteur. C'est juste cette chose-là. Il aurait fallu juste régler ce problème-là, et nous, on n'a pas besoin d'aide en réalité, puisqu'on pouvait faire notre travail. Or, l'absence de visite. Ça veut dire sur la longue liste de l'attestation, une case supplémentaire, je sors pour faire ma visite immobilière. Pourtant, ça doit être essentiel de pouvoir aller visiter un bien. On parlait des divorces, on parlait des drames familiaux, même les violences conjugales qui actuellement sont en train de doubler. C'est pas évident. On devrait pouvoir déménager facilement aujourd'hui. À croire que les violences conjugales n'ont lieu que dans le parc social et pas dans le parc privé. Voilà, oui, alors que c'est pas le cas. Non. Non. Non, mais c'est vrai, on devrait pouvoir déménager aujourd'hui, on devrait être libre et pouvoir visiter un bien sans finalement craindre d'être. L'incohérence de cette situation, c'est justement ça, c'est d'autoriser l'intégralité d'une profession et toute sa chaîne de production aujourd'hui à faire le travail, et par la simple visite, uniquement parce qu'il n'a pas cette dérogation dans l'attestation, bloquer l'intégralité de cette chaîne. Et ensuite dire que parce qu'elle a le droit de recevoir et de faire une partie de son travail, mais pas sanctionner la totalité, ne pas lui donner d'aide. Donc c'est une double peine. Donc on trouve incohérent cette situation. Maintenant, on est totalement solidaire de la situation sanitaire du pays, et des gestes barrières, nous souhaitons les durcir. Nous les avons déjà durcis cet été. Enfin, je veux dire, on n'est pas exempt de ça. C'est pas une... Et au-delà de ça, même, de façon générale, si on nous laisse travailler, on n'appelle pas l'aide, et pour le coup, on donne l'aide à ceux qui en ont réellement besoin, parce qu'on apprend que si même on ouvre dans quelques semaines, nous, les restaurateurs, eux, n'ouvriront pas avant le début de l'année. C'est catastrophique pour eux. Je pense qu'on va avoir besoin vraiment d'argent, pour le coup, pour les aider, eux, réellement. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile. On n'a pas exactement la solution. On sait qu'il faudrait tracer beaucoup plus, tester beaucoup plus. Les protocoles sont en train d'être mis en place. On teste de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez téléchargé l'appli, mais c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de gens qui sont détectés. Après, ce qui est embêtant, c'est effectivement d'empêcher ceux qui veulent travailler de pouvoir le faire. Et ça, dans n'importe quelle profession, faute d'un protocole, finalement, qui n'est peut-être pas assez balisé. Pourtant, il était très balisé chez les agents immobiliers. On l'a durci très lourdement. Nous, chez nous, de façon déjà de façon uniforme, en discutant entre nous, sans même avoir un appel du gouvernement sur ce sujet-là. Mais c'est l'incohérence, encore une fois, c'est-à-dire que ça ne nous interdit pas de travailler, ça nous autorise à travailler, et ça nous l'interdit par la simple visite. Oui, mais sans visite, Alexandra, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire l'achat d'une vie, ou même, on parle de la location, d'aller se projeter dans un appart uniquement en virtuel? Ça me paraît Est-ce que ça fonctionne? Tiens, Stéphane nous en a parlé. Vous êtes largement équipé chez Guy Hockey, chez Laforêt. Visite virtuelle, ça marche pas? Un petit état des lieux là, après 2 tests grandeur nature pour le coup. Oui, la visite virtuelle, c'est un outil qui est intégré aujourd'hui pour travailler avec des clients qui sont à distance, des clients qui ne sont pas disponibles, des clients qui sont dans des situations de mobilité parfois complexes. Donc en effet, c'est un outil qui permet de trier, de filtrer. Maintenant, il faut être tout à fait sérieux sur ce sujet-là. La transaction immobilière moyenne au sein du réseau Laforêt, c'est 240 000 euros. On ne met pas 240 000 euros, l'argent de toute une vie, sur un logement, sans avoir ouvert les fenêtres, sans avoir poussé les portes, sans avoir entendu les nuisances, sans avoir visité le quartier, sans avoir constaté la toiture, visité la cave, etc., etc. Il faut être un peu sérieux. Ça ne marche pas. C'est un outil de titre.
de tri, pardon. Et on trie ce qu'on n'aime pas du tout, mais on n'aura pas le coup de cœur. Ou à contrario, on s'ouvre l'esprit sur des produits auxquels on n'aurait pas été nécessairement, vers lesquels on ne serait pas allé nécessairement avant. C'est aussi une manière d'ouvrir son choix, mais de concrétiser un achat immobilier à distance comme ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ou pas encore en tout cas. On verra, peut-être il y aura de la réalité virtuelle avec de l'odorama ou d'autres choses. On n'y est pas encore. Justement, si on parle un peu prospective, on va finir sur une note positive. Là, on dit que si ça redémarre effectivement dans 8 jours, qu'est-ce que vous prévoyez? Quel est le programme et les projections que vous faites pour cette fin d'année, Stéphane? La première projection à l'issue du premier déconfinement, on pensait atterrir après une visibilité, on va dire, à fin septembre, on pensait atterrir à -15. Donc globalement, une très bonne année, comme l'a dit tout à l'heure Yann. Oui, parce que vous partez de haut, 2019 cru exceptionnel. 2019, 1 060 000 quand même transactions dans l'ancien, donc c'est pas neutre. On était à plus 11% dans le premier trimestre déjà, en entrée dans le confinement. Ouais. Donc on pensait, et avec les très bons mois d'été que nous avions fait, on pensait atterrir à -15, qui restait quand même malgré tout une bonne année. Aujourd'hui, le mois de novembre, sans le mois de novembre, voilà, il va y avoir les fêtes, et le mois de décembre, ça va pas être simple. Les gens déménagent moins aujourd'hui en fin d'année. Octobre, novembre, décembre, c'est pas le mois idéal. C'est compliqué de donner un atterrissage, mais je pense qu'il sera au-delà de -15. Oui, alors je sais pas me projeter sur cette tendance, ni sur les prix, ni sur les volumes. Autant, lors du premier confinement, nous avions été nombreux à imaginer et à pronostiquer une reprise aussi violente que l'arrêt ne l'avait été. Autant aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses en face. La situation de l'emploi, la situation de l'économie a changé beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'impact moral, psychologique, sociétal de ce deuxième confinement et d'une situation qui est amenée à perdurer? Difficile aujourd'hui de tirer des plans sur la comète. Ce qui est certain en revanche, c'est que les événements de la vie, pandémie ou pas, se poursuivent. Les naissances, les séparations, les mutations professionnelles, etc. Donc l'agent immobilier aura toujours de toute façon du grain à moudre. Ouais, et puis on note dans vos deux réseaux, messieurs, en tout cas, adaptation, résilience, optimisme quand même, certain, on l'espère en tout cas pour vous et vos troupes. On va se souhaiter un bon déconfinement. Je pense qu'on aura malheureusement ou heureusement de nouveau l'occasion de parler de ce sujet. On verra si la situation s'améliore. Alexandra, on arrive déjà au terme de cette émission. Et oui, déjà, en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, on va vous donner rendez-vous dès le mois prochain avec un nouveau numéro du magazine L'immobilier dans tous ses états. Merci à vous tous, messieurs. À très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.